Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Le possible et le NECESSAIRE. Le cogito, qui sert de point de départ à toute la réflexion métaphysique moderne, résulte d'une démarche empirique, non d'une démarche rationnelle, malgré la forme que lui a donnée Descartes. Je pense, donc je suis. Il n'en serait autrement que si nous partions de deux notions distinctes, la pensée et l'existence, dont un raisonnement nous démontrerait l'union nécessaire. Mais il n'en est rien. Lorsque nous prenons conscience de notre propre pensée, nous ne savons rien de l'existence, sinon ce que nous apprenons par le fait que nous pensons. La pensée est la seule existence que nous connaissions. Penser, c'est exister, exister, c'est penser. C'est ensuite seulement que l'existence prendra un sens autonome, quand nous supposerons à tort ou à raison qu'il existe autre chose que des pensées. Le vrai problème de l'existence est ailleurs. Il n'est pas de savoir si nous existons mais si quelque chose existe en dehors de nous, ou plus précisément de notre propre pensée. Et comme notre pensée est la seule chose qui nous soit donnée dans une expérience directe, nous ne pouvons progresser que grâce à la raison, et la critique de la raison constitue inexorablement la seconde démarche de la métaphysique. La nécessité géométrique. Après 25 siècles de réflexion, la conception moderne de la raison est encore inspirée par la pensée grecque. À l'inverse des bouleversements qui ont affecté la plupart des conceptions philosophiques, c'est l'une des rares notions qui n'ont pas profondément changé. Or les penseurs grecs, tels Platon, ont à juste titre été frappés d'admiration par le raisonnement mathématique, plus précisément par la démonstration géométrique. Ils ont retenu de celle-ci son caractère de nécessité. Ils en ont conclu que l'esprit humain pouvait par le seul pouvoir de la pensée parvenir à des connaissances qui ne résultaient pas de l'expérience. Tel fut l'acte de naissance qui légitima la raison. Puis à partir de cette constatation on énonça beaucoup plus tard un second principe, le principe de raison suffisante. Puisque la raison est satisfaite quand nous avons montré qu'une proposition est vraie parce qu'elle est nécessaire, on en a conclu que la raison exigeait que toutes les propositions vraies soient nécessaires. Tel fut l'acte de naissance du principe de raison suffisante. Toutefois, une analyse plus précise montre que les deux justifications sont de nature très différente. Il en résulte que leur valeur est également très inégale. La nécessité rationnelle. Appliquons notre analyse à un théorème précis particulièrement célèbre, le théorème de Pythagore. Pythagore démontre que dans un triangle rectangle A est nécessairement égal à B2 plus C2. La proposition s'impose à l'esprit, parce que nous ne pouvons pas penser authentiquement un triangle qui ne serait pas conforme à la démonstration. Et nous pouvons constater que la proposition est vraie pour tous les triangles rectangles que nous percevons. Il y a concordance entre l'imaginaire et le perçu, entre la raison et l'expérience. Mais il n'y a pas seulement concordance. Cette concordance ne nous étonne pas parce qu'elle nous apparaît nécessaire. La nécessité ne se situe pas seulement dans la pensée, comme un accord des représentations imaginaires entre elles, mais comme un accord entre les perceptions et les représentations imaginaires. Notre conviction qu'un tel accord est nécessaire peut se formuler dans un principe qui définit la raison. L'impensable est impossible. Puisqu'un triangle rectangle qui ne satisferait pas à la relation de Pythagore est impensable, un triangle euclidien, préciserions-nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas le rencontrer dans l'expérience réelle si celle-ci a la forme euclidienne que nous lui prêtons. Telle est la justification de la nécessité rationnelle. On ne peut toutefois nullement déduire des considérations précédentes la légitimité du principe de raison suffisante, tel qu'il est affirmé dans sa version classique et selon laquelle toute chose doit avoir une raison nécessaire. La démonstration géométrique montre que certains faits sont nécessaires. Elle résulte d'une constatation intellectuelle qui s'impose à l'esprit dans tel ou tel cas particulier. Mais l'affirmation du principe de raison suffisante outrepasse très largement celle-ci et traduit une exigence universelle de la pensée. Il suppose sans justification valable que tous les faits sont nécessaires. Pour comprendre pourquoi la nécessité rationnelle des démonstrations géométriques ne suffit pas à justifier la forme classique du principe de raison suffisante, il est essentiel d'apercevoir le motif qui a pu pousser Pythagore à chercher une démonstration.
Et si nous nous référons à l'expérience que nous avons nous-mêmes en tant qu'élèves mathématiciens, ce motif n'est guère douteux. Il est dans l'étonnement que suscite en nous le caractère universel de la propriété évoquée. Pourquoi Platon a-t-il éprouvé un tel enthousiasme devant la démonstration géométrique ? Sans doute parce qu'avant la démonstration, la propriété de Pythagore ne lui aurait pas paru nécessaire. Il lui aurait semblé qu'A2 pouvait avoir d'autres valeurs que B2 plus C2. Illustrons-le concrètement. Considérons un triangle quelconque, ABC, dont les côtés AB et AC conservent la même longueur mais dont l'angle A varie. La longueur du côté A, opposée à l'angle A, augmente quand A augmente et le carré de A, A2, varie dans le même sens. Est-il immédiatement évident que A2 a exactement la même valeur que B2 plus C2, chaque fois que A est droit et seulement dans ce cas ? Si le nécessaire éblouit, c'est qu'il succède au doute. Et qu'est-ce que le doute, sinon l'absence de nécessité ? Douter, c'est reconnaître que dans l'état actuel de notre connaissance plusieurs jugements sont possibles. Dans le monde de la connaissance, le possible précède le nécessaire. Or le possible se définit d'abord par le pensable. Tout ce qui est pensable paraît possible. Sans la démonstration de Pythagore, Platon aurait seulement pu constater que la proposition A2 égale B2 plus C2 était universellement vraie. Si Pythagore a cherché à démontrer cette propriété, c'est sans doute qu'il s'est demandé pourquoi elle est vraie pour tous les triangles rectangles. Mais alors on peut expliquer autrement l'enthousiasme de Platon. Les Babyloniens avaient observé bien avant Pythagore que A2 est exactement égal à B2 plus C2, lorsqu'A est droit. On pouvait considérer cette propriété comme une loi expérimentale. N'y a-t-il pas quelque chose d'intellectuellement gênant dans le fait que A2 est toujours égal à B2 plus C2, alors qu'on peut lui attribuer en pensée des valeurs différentes ? Le mérite de la démonstration est d'expliquer pourquoi les valeurs sont égales. Le désaccord entre l'universalité de l'expérience et l'incertitude de l'imagination est choquant. Ce désaccord est résolu quand on a montré que la propriété de Pythagore est une propriété nécessaire. On a trouvé la raison suffisante d'un fait universel lorsqu'on a montré l'impossibilité de penser authentiquement un fait différent du fait universel. Mais on peut interpréter cette découverte de deux façons divergentes. On peut penser que la fonction de la raison est de découvrir la nécessité sous une apparence contingente, en oubliant que cette nécessité n'est apparue que pour les faits universels, et en la généralisant à tous les faits. C'est ce que fait la forme classique du principe de raison suffisante. La seule interprétation rigoureuse est que l'exigence de nécessité ne s'applique qu'aux faits universels. On découvre alors que le moteur de la recherche réside dans la contradiction entre le réel et l'imaginaire. Il est choquant que dans le monde de la perception A2 soit toujours égal à B2 plus C2, alors que dans le monde de la représentation abstraite il semble que A2 peut avoir une infinité de valeurs différentes. Le problème est résolu quand on a montré que cette croyance est illusoire. Il est impossible de penser authentiquement A2 différent de B2 plus C2. Il apparaît alors que l'exigence de la raison ne réside pas dans une exigence de nécessité des choses elles-mêmes, mais dans une exigence d'accord entre le perçu et le pensé, entre l'expérience et la représentation abstraite. On voit ainsi se dessiner une conception très différente du principe de raison suffisante. Le calcul des probabilités. Il existe une seconde raison qui vient confirmer cette analyse. La pensée grecque a identifié raison et nécessité, parce qu'elle a vu dans la démonstration géométrique le seul domaine où la connaissance pouvait précéder l'expérience. Mais la pensée moderne devait découvrir une nouvelle branche des mathématiques, où l'interprétation classique du principe de raison suffisante ne convient plus, le calcul des probabilités. La raison est considérée comme le pouvoir de prévoir l'expérience a priori, c'est-à-dire avant que n'ait lieu l'expérience elle-même. Et c'est précisément ce que fait le calcul des probabilités depuis plus de 3 siècles. Lorsque Pascal pose les principes de la science nouvelle qui va se développer à partir de ses travaux, il considère que les 6 faces d'un des bienfaits sont équivalentes au regard de la pensée. Et il en conclut qu'elles ont des chances égales d'apparaître. Leurs probabilités sont identiques. Cette science se développe avec la même rigueur que la géométrie.
Et sous la réserve que la vérification des calculs est par nature inévitablement approximative, elle est vérifiée par l'expérience avec la même constance que les propositions géométriques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.